Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen retrouvée chaque lundi sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle et comme chaque lundi, je suis ravi de vous retrouver. Voici le programme. On commencera avec l'actu la plus chaude, le débrief de ce classico remporté par le Barça dimanche face au Real en finale de la Supercoupe d'Espagne. Avec un Xabi Alonso qui s'est un petit peu renié, on demandera des explications à Anna Caro. On ira ensuite rejoindre Philippe Auclair pour nous parler recrutement mercato de Manchester City. Antoine Semenyo est arrivé pour plus de 70 millions d'euros et on va se poser une question. Pourquoi les Citizens recrutent autant en hiver? Et puis on terminera avec la Serie A et Guillaume Pacini qui va débriefer le choc entre l'Inter et Naples de partout dimanche soir. Et puis petit focus sur Christopher Nkunku dont on va prendre des nouvelles, le milieu offensif français qui retrouve des couleurs à 5 mois du mondial potentiel avec l'équipe de France. Voilà pour le programme. Pour rappel, vous pouvez retrouver les meilleurs moments de cette émission en petite pastille vidéo sur le site d'eurosport.fr et puis comme d'habitude l'intégrale sur la chaîne YouTube. Vous avez le programme, vous avez le rappel, on est prêt, c'est parti. Allez, on démarre ce Tour d'Europe avec le débrief du gros match de dimanche soir, le classico entre le Barça et le Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne. Salut Anna, comment ça va déjà? Est-ce que tu as passé un bon moment devant ce gros choc? Ah, franchement, on a passé un bon moment et surtout une sacrée première période. Vraiment, c'était hyper animé. Donc, ouais, vraiment un beau classico. Et comme il en arrive très souvent quand même en Ouais. Copa ou en Supercoupe, les classicos en Liga sont parfois un peu, voilà, pas très décisifs, pas beaucoup de buts. Mais là, c'est vrai que les classicos ces dernières années en Supercoupe et en Copa, elles sont hyper intéressants. Et là, ça a vraiment Ouais. pas dérogé à la règle avec la victoire du Barça à la fin, mais quand même Ouais. une belle lutte entre les deux clubs, alors que c'est pas vraiment ce qui était annoncé au départ. Il y a quand même une constante depuis la saison dernière quand ces deux clubs s'affrontent pour un titre, en tout cas dans une finale, c'est que le Barça finit toujours par s'imposer. On a l'impression qu'ils sont un peu rentrés dans les têtes madrilènes. Plus globalement, comment tu l'analyses cette rencontre, toi, de dimanche? Bah, on avait un Barça qui, sur le papier, était annoncé largement favori, y compris par la presse merengue, parce que bah, il y a eu la démonstration face à l'Athletic en demi-finale, Ouais. sans Lamine Yamal. Donc voilà, il y avait quand même un peu de peur, on va dire, côté merengue, surtout avec cette incertitude aussi de savoir si Mbappé serait là, s'il pourrait jouer, dans quel état il serait. Et puis de voir aussi que son remplaçant, Gonzalo Garcia, lui à côté, était pas très bon en demi-finale contre l'Atleti. Donc c'est vrai que l'avant-match était vraiment en faveur du Barça. Ouais. Bon, bah, finalement, le Real a utilisé d'autres armes pour rivaliser avec le Barça, pas vraiment le Real qu'on pouvait attendre, en tout cas pas un Real de Xabi Alonso, mais on a vu un immense Vinicius, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un Vinicius qui était aussi fort, aussi décisif, et capable vraiment de faire la différence à lui seul, hein, de porter le Real Madrid. Donc c'était un bon classico, avec à la fin un Barça qui gagne, et surtout un Barça qui est sur une série de 10 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ça faisait 10 ans que ce n'était pas arrivé. Donc c'est quand même un beau lancement d'année 2026 pour les Blaugrana, et Hansi Flick l'avait rappelé avant le match. La saison passée, c'était la Supercoupe qui avait lancé un peu le Barça, qu'on avait vu aller jusqu'en finale de Ligue des Champions. Ça Ouais. s'est pas vraiment passé comme ça, mais c'est qui avait lancé ce beau Barça qu'on avait vu en fin de saison dernière. Et bah, peut-être que c'est ce qui est aussi en train de se passer de ce côté-là, parce que bah, voilà, 10 victoires consécutives, avec en plus un match en Copa contre une D2 à venir, ça va sans doute faire 11. Donc voilà, c'est quand même une dynamique pour le Barça qui est assez exceptionnelle, à l'inverse de la dynamique du Real Madrid. Tu parlais justement d'un Real Madrid qui ne ressemblait pas à celui de Xabi Alonso. Est-ce que c'est ça qui ressort des analyses en Espagne, un Xabi Alonso qui s'est renié quelque part avec une équipe voilà, qui misait plutôt sur les transitions, on va dire? Ouais, on se souvient du Classico en Liga, bah, là, il y a quelques mois. Xabi Alonso s'était déjà un peu renié, parce qu'à l'époque, il était déjà plus ou moins sur la sellette. Il fallait qu'il gagne Ouais. absolument ce Classico pour véritablement lancer l'ère Xabi Alonso. C'est ce qu'on avait déduit avec la victoire 2-1. Alors que si on se rappelle bien, au niveau du jeu, Xabi Alonso avait fait le choix de blinder au milieu de terrain pour
contrer et réussir à faire le pressing sur le Barça. Et là, il a misé, lui, encore plus bas. Donc, il y avait quasiment 5 défenseurs hier soir face au Barça. Et Xabi Alonso, c'est plutôt renié, oui, dans une logique de survie, tout simplement, parce que s'il avait perdu 3-0 ce Classico, très certainement qu'on aurait eu un communiqué ce matin pour annoncer son licenciement. Donc il y avait un peu de pragmatisme, on va dire, de la part de Xabi Alonso, de dire, en fait, moi, j'ai pas les joueurs qu'il me faut pour jouer ce que je veux mettre en place. Et ça, il l'avait dit dès son arrivée parce qu'il avait demandé à avoir Zubimendi, notamment comme recrue, il ne l'a pas eu. Là, on annonce ce matin dans la presse madrilène qu'il n'y aura pas de recrue non plus cet hiver. Donc, Xabi Alonso, il est un peu obligé de composer avec le groupe qu'il a, les blessés aussi qu'il a, parce qu'il y en a beaucoup. Et il a décidé de jouer un peu le contre. C'est ce qui ressort aujourd'hui dans la presse madrilène. Mais la presse madrilène dit bien joué, entre guillemets, d'avoir mis cette tactique-là en place parce que on s'est pas fait détruire par le Barça et vraiment, c'était quand même la crainte qui régnait côté Madrid avant le match. Mais on n'a pas gagné. Et ce côté pragmatisme, en fait, c'est pas pour ça qu'on a fait venir Xabi Alonso, parce qu'en fait, c'est déjà ce qu'avait le Real Madrid sous Ancelotti. Donc, s'ils ont fait venir Xabi Alonso, c'était pour avoir quelque chose de différent. Malheureusement, le groupe n'a pas énormément changé en termes d'effectifs, et Xabi Alonso ne peut pas vraiment mettre en place ce qu'il veut. Donc, lui, il a vraiment misé sur un peu de l'instant T, de se dire on va mettre ça en place pour éviter une large défaite. Mais la presse madrilène, ce matin, dit en fait, on veut plus. On a fait venir Xabi Alonso pour du beau jeu. Là, on est sur un Real qui est obligé de s'adapter à l'adversaire, comme si c'était un peu une petite équipe, entre guillemets. Voilà, s'adapter au Barça, ça fait mal, côté Madrid. Donc, c'est dire, ok, Xabi Alonso met ça en place pour un match, mais en fait, on veut pas que ça se reproduise. Et ça, c'est quand même un peu moins sûr parce que s'il n'y a pas de recrue cet hiver, Xabi Alonso risque de ne pas pouvoir mettre beaucoup plus de choses en place que ce qu'on a pu voir là sur le Classico. Bon, l'avenir continue de s'écrire en pointillé, en tout cas pour Xabi Alonso au Real. On va s'intéresser sur certains cas individuels. Tu as commencé à l'évoquer un petit peu, le cas Vinicius. On peut peut-être s'intéresser à lui une minute. Premier but depuis le 4 octobre, si je ne me trompe pas. Et surtout un but qui fait partie, il est l'un des seuls joueurs sur la planète à pouvoir inscrire ce genre de but-là. Ça fait plaisir de le revoir à ce niveau-là. Est-ce que c'est un coup d'éclat ou est-ce qu'on avait déjà des indices d'un retour de Vinicius au premier plan ? Non, parce que si on regarde le match que fait le Real Madrid avant, où c'est Gonzalo Garcia déjà qui était titulaire en Liga, Vinicius revient déjà à un très bon niveau. Effectivement, il avait été tué par le Bernabeu, il n'avait pas marqué, donc voilà, c'était d'un point de vue stat, ça s'est pas vu. Si on regarde le match en lui-même, il y avait des axes de progression assez certains. Et en fait, on se rend compte aussi que Vinicius semble beaucoup plus libéré sur son côté gauche quand il n'y a pas Mbappé dans l'axe, puisqu'on l'avait dit, Mbappé revient un peu souvent à gauche, donc marche un peu sur son territoire, entre guillemets. Donc Vinicius, là, on est sur un Vinicius il y a 2-3 saisons, un Vinicius qui marchait sur l'eau, qui portait le Real Madrid, celui qui combinait avec Benzema. Il a demandé à sortir en fin de match parce qu'il a ressenti une gêne. Donc il ne faudrait pas que ça vienne un peu entacher, enrayer en tout cas sa belle dynamique actuelle. Mais c'est vrai qu'il va quand même se poser la question de savoir si Vinicius et Mbappé peuvent vraiment jouer ensemble, parce que finalement, Vinicius est quand même meilleur sur le terrain, plus décisif quand Mbappé n'est pas là. C'est vrai qu'on en revient toujours un petit peu au même débat quand on parle de ces individualités madrilènes. Il y a beaucoup moins de débats sur les individualités barcelonaises et notamment sur une qui fait quasiment la une de tous les journaux, y compris les journaux madrilènes, c'est Rafinha. Rafinha, auteur d'un doublé, magnifique premier but, le deuxième beaucoup plus chanceux. Il est à 8 buts et 2 passes décisives en 10 matchs depuis son retour de blessure. On est sur le retour du Rafinha prime de la saison dernière.
Ouais, on est vraiment sur son retour. Et d'ailleurs, il avait été interrogé après son doublé contre l'Atlétique en demi-finale. On lui avait dit est-ce qu'il est de retour? Et il dit mais en fait, je suis jamais parti. Donc bon, Ouais, voilà. Il est l'âme de ce Barça actuellement, Rafinha. L'âme aussi un peu du capitaine, parce que finalement, c'est lui qui montre l'exemple sur le terrain. C'est ouais, lui, d'ailleurs, au début du match, qui va presser constamment et aider, par exemple, Koundé, qui était largement en difficulté sur son côté. Donc, on a Rafinha qui est tout puissant un petit peu dans ce Barça, mais pas dans le sens surdominant, mais dans le sens où c'est vraiment lui qui montre le chemin aux autres. Et c'est vrai que bah, son absence a fait beaucoup de mal parce qu'en son absence, le Barça a perdu 3 matchs. Et c'est vrai que depuis qu'il est revenu, le Barça a perdu juste celui contre Chelsea. Et ouais. Rafinha était sorti du banc à l'époque, donc voilà, il n'a pas pu avoir autant d'incidence que ce qu'il a d'habitude sur le jeu. Et il y a eu cette image à la fin du match entre Hansi Flick et Rafinha qui presque tombent en pleurs dans les bras l'un de l'autre. Parce que bah, en fait, ces deux hommes ont changé le Barça. En fait, le Rafinha qu'on voit aujourd'hui, c'est quasiment inespéré quand on se rappelle du Rafinha il y a 2 ans. Et lui-même a rendu un très vif hommage à Hansi Flick en conférence de presse en disant mais en fait tout ça c'est grâce à Hansi Flick parce que moi j'allais partir et il m'a relancé, il m'a donné confiance et grâce à lui bah, voilà, je suis en pleine confiance, j'arrive à montrer mon jeu, etc. Mais c'est vrai qu'on se rend compte encore plus de son importance dans le jeu du Barça maintenant. Il a marqué doublé en demi-finale, doublé en finale et parce qu'il était absent, en fait, tout simplement, parce qu'il n'était pas là pour blessure. Et c'est vrai que bah, ça s'est très vite ressenti sur le Barça. Et dès que son entrée en jeu, d'ailleurs, pour son retour avec le Barça contre l'Atlétique en Liga, bah, c'était lui qui avait initié le pressing à peine entré. Donc voilà, ça s'était vu directement que bah, voilà, il était de retour et pour mener l'équipe vers le haut. C'est vraiment un leader par l'exemple. Et c'est vrai qu'il est mis en avant, y compris côté merengue, parce que c'est clairement le genre de joueur dont manque le Real Madrid actuellement, un leader mais positif. Ouais. euh, Parce que côté catalan, par exemple, ça a fait beaucoup parler le fait que Mbappé refuse de faire le passillo, la aide d'honneur aux Catalans à la fin du match. Et à l'inverse, c'est vrai que Rafinha, lui, bah, c'est un leader qui est quand même très bien perçu et sur l'ensemble de la scène du football espagnol, ça permet aussi quand même à la presse madrilène de peut-être moins mettre en avant Lamine Yamal qui s'est pas Ouais. forcément fait beaucoup de copains côté Real Madrid ces derniers temps. Et d'un point de vue purement factuel, Rafinha aujourd'hui porte beaucoup plus le FC Barcelone que Lamine Yamal. Ouais, du très très bon Rafinha. Est-ce que si on résume un petit peu tout ça, on a la sensation en Espagne que bah, le Barça va être difficile à aller chercher sur la scène nationale? Est-ce que la Coupe du Roi leur semble promise? Est-ce que ce titre en Liga leur semble promis? Ou est-ce qu'on a l'impression qu'il y a encore du suspense et que le Real a encore le temps de se réveiller? Alors pour la Liga, clairement côté madrilène, on acte plus ou moins le fait que ça sera pour le Barça. Ok, La Copa, c'est un peu différent parce que le Barça s'en sort toujours très bien en Copa. On a toujours quand même une belle histoire avec la Copa. Alors qu'à l'inverse, le Real, des fois, c'est un peu justement dans ces périodes de moins bien, c'est dans ces moments-là qu'ils se font sortir par des clubs un peu surprenants, on va dire. ok, Donc, le sujet de la Copa n'a pas vraiment été évoqué par la presse espagnole, mais c'est vrai que euh, bah, le Barça aujourd'hui est vu comme une super puissance qui est très dure à stopper pour l'ensemble des clubs espagnols. Et avec un championnat quasiment réglé, bah, peut-être que le Barça pourra mettre plus de force dans la Copa. Le problème aussi, c'est que du coup, là, le calendrier est hyper serré en ce mois de janvier et que le Barça va jouer dès jeudi contre Santander, alors qu'ils ouais. sont rentrés à 8h du mat. Et ça va être la même chose pour le Real Madrid qui joue même mercredi et qui rejoue samedi ensuite. Donc voilà, là, ça va aussi peser dans le fait que le Barça a récupéré quasiment tous ses blessés et va donc pouvoir faire tourner et profiter de son banc.
là où le Real Madrid a toujours énormément de blessés, de joueurs qu'on pas récupérés complètement, parce que par exemple, Gina Houssen a dû sortir parce Ouais. il était au maximum de ce qu'il pouvait donner. Valverde, du coup, qui a pris un coup. Et donc Mbappé, toujours avec cette incertitude de blessure au genou. Rudiger qui a joué sous infiltration. Enfin voilà, le Real à côté, physiquement, est vraiment à la peine. Et c'est vrai que ça va clairement compter dans ces derniers mois où tous les trophées vont jouer. On suivra aussi l'aventure des uns et des autres en Ligue des Champions, en Ligue des Champions pardon, qui pourrait être un autre révélateur. Merci beaucoup, Anna, pour ce gros débrief de ce spectaculaire Classico. On te retrouve la semaine prochaine. On te souhaite une belle semaine et nous, on va aller voir ce qui se passe du côté de l'Angleterre avec Philippe Auclair. Allez, on poursuit ce tour d'Europe du côté de l'Angleterre et on retrouve notre spécialiste du foot anglais, Philippe Auclair. Salut Philippe, j'espère que ce week-end de FA Cup a été passionnant. On va en parler brièvement. Si on doit retenir une info, c'est peut-être cette élimination plus que surprise de Crystal Palace. Oui, c'est plus que surprise puisque Macclesfield, qui a éliminé Crystal Palace dans son petit stade de 5000 personnes, est un club qui évolue en 6e division, qui est en fait, tu sais, ce qu'on appelle un club phénix, c'est-à-dire un club qui avait disparu parce qu'il n'y avait plus d'argent, Ils ont fait faillite. Et c'est donc reparti avec les supporters, ils sont repartis au 9e, je crois, 9e division. Là, ils sont en 6e et ils ont gagné. Et c'est la première fois qu'un club amateur, puisque c'est amateur, division 6, bat le tenant de la Cup depuis, alors j'avais marqué ça quelque part, mais ça fait tellement longtemps que j'ai déjà oublié, tu vois. Mais on parle d'un siècle et demi environ, quelque chose comme ça. Donc c'est une des plus grosses surprises de l'histoire de la FA Cup, parce que Crystal Palace, mine de rien, n'avait pas mis une équipe C. D'ailleurs, les grosses cylindrées sont entrées en jeu plus tard, mais ça n'a pas suffi. Dans une ambiance absolument incroyable, avec un stade qui était bourré à craquer, donc Macclesfield qui se qualifie pour les 16e de finale de la FA Cup. C'était vraiment une très 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 belle histoire. Donc la FA Cup, tu vois, n'est pas complètement morte, contrairement à ce que l'on dit. Oui, absolument. Bon, il y a une équipe qui a vécu un match un tout petit peu plus tranquille. Je pense à Manchester City, victoire 10 buts à 1. 10 buts à 1 face à Exeter. On va s'intéresser à l'un des buteurs, l'un des nombreux buteurs de City ce week-end, Antoine Semenyo. Il a quand même vécu une semaine assez dingue. En milieu de semaine, il dispute son dernier match avec Bournemouth. Il offre la victoire à son désormais ex-équipe à la dernière minute face à Tottenham. 2 jours plus tard, il signe à City. Le lendemain de sa signature, il marque son premier but donc en Cup avec les Citizens. Quelle semaine pour lui et plus globalement, qu'est-ce que tu penses de ce profil ciblé par Manchester City? Qu'est-ce qu'il peut apporter aux Citizens? On va revenir juste après sur ces mercato hivernales très dépensiers des Citizens, mais d'abord le joueur. Alors le joueur, pour moi, il est tout simplement, il est dans mon équipe type de la Première Ligue. Okay. Et il y est depuis un petit bout de temps. Il a été absolument phénoménal avec Bournemouth l'année dernière. Il est phénoménal de toute façon depuis qu'il est arrivé au club. C'est un joueur qui a une attitude. Le profil, c'est un ailier capable de faire marquer et de marquer, qui a aussi beaucoup de discipline. Tactiquement, c'est très très costaud. Il sait défendre, c'est un battant. Il a une attitude absolument impeccable dans le vestiaire, attitude absolument impeccable sur le terrain. C'est top de top de top. C'était un des joueurs, je pense, les plus suivis parmi les petits ou moins grands clubs de Première Ligue. Et le fait qu'il soit, après 3 ans à Bournemouth, qu'il soit parti pour un club du calibre de Manchester City, c'est absolument pas une surprise. Je dirais même que pour moi, la surprise, c'est qu'il n'avait pas encore été braconné par un grand club l'été dernier. C'est vraiment un super joueur. Pour moi, je te dis, je le mets dans mon 11 de l'année dernière, je le mets parmi les meilleurs joueurs de Première Ligue, tout point barre. Bon, on va le suivre avec beaucoup d'attention du côté de City. City, justement, on va s'intéresser à leur mercato et en particulier à leur mercato hivernaux. Là, sur les 2 derniers mercatos d'hiver, donc janvier 2025 et donc le début de ce mercato hivernal 2026, on est à 290 millions d'euros de dépenses. Il n'y a évidemment pas un club qui s'approche de cette dépense-là. Et d'ailleurs, le deuxième club européen le plus dépensé, c'est le Stade Rennais sur la période, enfin sur ces 2 mercatos hivernaux. Ça vous donne un ordre d'idée. Philippe, comment ça se fait que City dépense autant en hiver? Ma question est très simple. C'est bizarre, hein. Et en plus de ça, précisons qu'il s'agit de 290 millions net.
net. Ouais. C'est-à-dire que c'est vraiment de la dépense pure. Et l'année dernière, c'est parce que le chiffre va sans doute surprendre pas mal de gens, mais j'ai regardé qu'ils avaient fait venir l'année dernière, donc c'était 218 millions l'année dernière, 72 millions plus prime pour Semenyo cette année, et c'est pas fini au passage. Hein. Donc il y a Ouais. Marmouche qui était arrivé, Kusanov, Victor Reis et Nico Gonzalez. Donc pas des, tu vois, des noms rutilants. C'était pas Ouais. un transfert, je sais pas, comme celui de Florian Wirtz par exemple à Liverpool ou de Declan Rice à Arsenal. Ce qui s'est passé en fait, c'est une espèce de curieuse évolution du squad de Pep Guardiola qui a fait que les moments où ils ont eu besoin de faire venir des nouveaux joueurs, ils sont un petit peu décalés par rapport, je dirais, aux autres clubs qui ont tendance à Ok. faire leur marché pendant l'été. Cela dit, c'est une tendance, moi, que je remarque de plus en plus parmi certains clubs, parce que Liverpool avait également fait la même chose. Arsenal également commence à utiliser le marché hivernal beaucoup plus fréquemment et de manière beaucoup plus importante que c'était le cas auparavant. Donc il y a peut-être, si tu veux, un changement dans la façon dont les très très grands clubs qui ont de très très gros moyens considèrent les deux marchés. Généralement, le marché hivernal, c'était considéré celui pendant lequel tu as une blessure, par exemple, tu as un défenseur central qui se claque, tu as un besoin d'un autre. Donc tu y vas, c'est un petit peu, comment dire, tu agis dans l'urgence. Et dans le cas de Manchester City, c'est plus le cas. Manchester City traite le marché hivernal comme un marché estival. Il y a aussi un autre élément qui joue et qu'on va peut-être voir d'ailleurs jouer cet hiver-ci dans le cas de Marc Guéhi, tu sais, le Ouais. défenseur central international de Crystal Palace, qui sera avec l'équipe d'Angleterre à la Coupe du Monde, très 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 suivi, très convoité. Le fait est qu'il peut commencer à parler, il arrive en fin de contrat au mois de juin, et donc il a le droit de pouvoir commencer à parler à des clubs au mois de janvier. Et donc, je pense que tu mets tout ça ensemble et tu comprends pourquoi il y a, c'est en effet, on est passé à un autre type d'approche du marché des joueurs, où le marché hivernal, qui était encore une fois le marché d'urgence, a changé de nature et est devenu un marché comme les autres pour renforcer un effectif qui en a besoin, mais sur la durée, pas nécessairement seulement parce que tu as un défenseur ou un attaquant tout d'un coup qui n'est plus disponible. Et ça, c'est un gros changement. Et Manchester City est le club qui a vraiment été le pionnier en la matière. Et comme tu dis, 290 millions d'euros nets en l'espace de deux hivers, et c'est pas fini. C'est absolument colossal. Ouais, c'est colossal. Et alors, autant sur le mercato d'été, je pense à Reinders, je pense à Cherki, il y a eu Mmh. des vraies plus-values à cet effectif. Là, si on regarde les noms que tu as cités, je pense à Kusanov, Marmouche, c'est pas encore des joueurs, on verra pour Semenyo, j'ai l'impression que c'est pas encore des joueurs qui se sont pleinement imposés dans cette équipe. Comment c'est vu ça, outre-Manche? Ce qui est vu, c'est le fait que c'était un effectif qui avait vraiment besoin de se renouveler. Il y avait beaucoup de joueurs qui arrivaient, ils avaient 30 ans ou ils avaient dépassé la trentaine, et des joueurs clés en plus de ça. Et Ouais, Guardiola avait le sentiment que quand il voyait, tu vois ce que faisait par exemple Arsenal, qui a également énormément recruté, mais pendant l'été, eux en majorité, où il y a maintenant une doublure à tous les postes. Et Manchester City, ouais. ça n'était plus le cas. Il y avait des postes où il y avait franchement, je dirais pas des faiblesses, n'exagérons pas, on parle de Manchester City, mais il y avait en effet, quand tu comparais l'option A à l'option B, l'option B était quand même une version un petit peu, je dirais pas cheap, parce que c'est certainement pas cheap du tout, mais une version peut-être un petit peu, allez, c'était vraiment la version A prime. C'était Ok. pas la copie de A, c'était la version A prime ou la version B. Et donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont maintenant des joueurs qui sont d'abord des joueurs très jeunes. Ils ont pris des joueurs très jeunes avec beaucoup de potentiel et qui petit à petit se hisse et se hausse dans l'effectif de Pep Guardiola. L'idée étant d'avoir un groupe qui soit capable de 23 à 25 joueurs, où tous les postes sont doublés par des joueurs de très 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 haut niveau international. Donc c'est ça qui fait que, dans le cas de Semenyo par contre, la question que je me pose, c'est de savoir un peu où est-ce qu'il va le faire jouer, parce que Ouais. d'ordinaire, Semenyo, tu le vois plutôt sur le côté gauche avec Bournemouth. Il peut jouer à droite aussi, il peut jouer dans l'axe, mais surtout sur le côté gauche. Et du côté gauche, tu as Jérémy Doku qui casse tout sur son passage en ce moment. Ouais, Donc ouais. ça va être intéressant, mais je peux te dire, avec Doku sur un flanc et Semenyo sur l'autre, bonne chance les gars. Hein. Je pense que les latéraux adverses vont avoir du boulot. Ouais, ça peut faire des dégâts, effectivement. Mhm. Philippe, on va basculer sur l'autre club de Manchester, Manchester United. Ça, c'est Euh, moins drôle. il y aura peut-être des ajustements aussi au mercato hivernal, peut-être pas aussi spectaculaires, mais on va déjà s'intéresser à ce qui se passe sur le banc. On rappelle que Ruben Amorim a été remercié, que Darren Fletcher, pour l'instant,
a pris l'intérim. 2 matchs depuis qu'il est sur le banc de l'équipe A, un match nul contre Burnley en Première Ligue, une élimination contre Brighton en Cup ce week-end. Ça va pas mieux, mais 2, on se demande surtout à quoi vont ressembler les prochaines semaines. Alors ça va pas mieux et comme tu le constateras, c'est pas une histoire de tactique puisque Darren Fletcher joue en 4-2-3-1 alors qu'on a toujours reproché à Ruben Amorim de jouer en 3-4-3. Bon, bref. Ça a été catastrophique. Je dis bien catastrophique. Il faut quand même voir que Manchester United s'est donc fait sortir des 2 compétitions de coupe auxquelles Manchester United peut participer, alors que United, rappelons-le, n'est pas en Europe, dès son entrée en jeu dans ces compétitions. C'est terrible. Ça ne leur était pas arrivé depuis 1981-82. Ils vont faire une saison à 40 matchs, ce qui est absolument ridicule, ce qui est leur plus petit nombre de matchs disputés en une saison depuis la saison 1914-1915. Donc ceci ne nous rajeunit pas. Donc autant dire que c'est la cata. Il y a toujours l'espoir, bien évidemment, de décrocher une place en Europe. C'est possible, ils sont 7e au classement de la Première Ligue. C'est jouable. Mais ce qu'on voit, c'est tout simplement, c'est systémique. On sait très bien que Ruben Amorim, moi c'est quand même assez étonnant que un manager qui a mathématiquement un bilan aussi épouvantable que celui qu'avait Ruben Amorim, lorsqu'il est parti, tout le monde a crié au fou. Ça signifie bien que ce soit les fans, que ce soit les chroniqueurs, les journalistes, qui que ce soit, sauf la direction de Manchester United. Nous savons tous que le problème, c'est pas l'entraîneur. Là, Darren Fletcher, le pauvre vieux, il va de toute façon céder le poste d'intérimaire jusqu'à la fin de la saison. On parle d'un retour surprise et assez étonnant de Ole Gunnar Solskjaer jusqu'au mois de juin. Oui, je sais, c'est hallucinant. Peut-être Michael Carrick, mais en ce moment, c'est plutôt Solskjaer qui tient la corde. Et puis après, à partir de la saison prochaine, on parle de Oliver Glasner, ce qui est un petit peu normal, parce que tout le monde en parle, l'entraîneur de Crystal Palace, qui fait un boulot absolument formidable, malgré l'élimination en Cup. Donc, on est parti là-dessus. Au niveau du recrutement, je t'arrête tout de suite, parce qu'il n'y a pas assez d'argent à Manchester United. Okay. Ils ont déjà fait d'énormes efforts de recrutement, et tu ne peux pas t'attendre à ce qu'un manager intérimaire se voit donner... parce que qui va faire la décision? La hiérarchie de Manchester United, mais en vue de quoi? En vue de se qualifier en Europe? Ils ont l'effectif pour ça. Personne n'en doute, ils ont déjà l'effectif pour ça. Il faut qu'ils pensent plutôt à la saison à venir et au prochain manager de Manchester United. Mais c'était catastrophique et ce qu'on a vu, c'était absolument typique. Entame de match de Manchester United qui était tout à fait acceptable, mais c'était déjà le cas du temps de Ruben Amorim et parfois de Erik ten Hag. Et puis ensuite, dès qu'il y a un peu de pression, et là en l'occurrence, dès la 12e, tu as Grouda qui ouvre la marque pour Brighton. Ouais. Tu sens la fragilité, le manque de confiance dans ce groupe est absolu. Et en plus de ça, Danny Welbeck, c'est quand même l'ironie du sort, l'ancien joueur de Manchester United, qui n'arrête pas de marquer contre eux, qui marque le but du 2-0, qui est superbe au passage. Et je voudrais d'ailleurs saluer Danny Welbeck, c'est un joueur que j'adore, je crois. Quiconque aime le foot aime Danny Welbeck de toute façon. C'est un joueur qui a la classe, c'est un joueur très sympathique en plus de ça. C'est un super attaquant. Je pense qu'il sera à la Coupe du Monde. S'il continue comme ça, je pense qu'il sera à la Coupe du Monde parce que c'est un super élément à avoir pour Thomas Tuchel. Et la deuxième chose, il y a une chose que j'adore chez lui, c'est qu'à la différence des joueurs qui ne célèbrent jamais contre les équipes dont ils ont fait partie, lui, il célèbre toujours contre Manchester United. Ouais. Il a absolument, c'est pas un hypocrite. Et du coup, il a célébré son but. Tchèchko a marqué un but en toute fin de rencontre. Il y a eu l'expulsion du petit Chiles qui est entré en toute fin de rencontre et qui a trouvé le moyen de prendre 2 cartons en l'espace de 2 minutes. Ils sont terminés à 10. C'était vraiment la cata pour Manchester United. Tu te dis, de toute façon, ça va être... Ils vont ramper jusqu'à la fin de la saison. Ouais, je crois que Fletcher a dit qu'il ne fallait pas gâcher la saison, mais c'est quand même bien parti pour. Si on doit donner une toute petite lueur d'espoir aux supporters mancuniens, tu mentionnais Šeško. C'est peut-être la mini-bonne nouvelle de ces 2 matchs dirigés par Darren Fletcher. Je crois qu'il a marqué 3 buts sur ces 2 matchs-là. Ouais. Est-ce qu'il y a des raisons de penser qu'il peut enfin démarrer pour de vrai son aventure à United? Écoute, il n'y a pas de raison. C'est un de ces joueurs... Son cas est assez proche de celui de Victor Gyökeres à Arsenal. Ouais. C'est 2 joueurs très jeunes qui ont des profils un petit peu similaires, qui arrivent avec une réputation terrible de buteurs en série, mais qui sont encore très frustres
qui sont, on dit, brutes de décoffrage. C'est pas la constance et la régularité ne font pas partie encore de leur qualité. Pour eux, ils découvrent ce très très haut niveau. Je sais, Gyökeres plus que Šeško, parce que Šeško arrête quand même de la Bundesliga. Mais tu sens malgré tout qu'il n'est pas complètement à l'aise, ou il n'était pas complètement à l'aise, donc ça va prendre du temps. Il vient d'arriver. Je veux dire que Thierry Henry, il a mis 6 mois pour qu'on voit le vrai Thierry Henry. Alors, attendons peut-être un petit peu pour des joueurs justement comme Gyökeres ou Šeško. Et là, en effet, tu dis c'est la bonne surprise entre guillemets de cette équipe de Manchester United. Et moi, je maintiens que l'effectif, il est en effet de bric et de broc. Il y a des joueurs dont tu te demandes ce qu'ils font là. Mais si tu prends, il y a le moyen de composer un 11 de départ. Oui, il y a un 11, voilà, bien sûr. Oui, donc il y a ce qu'il faut. Mais par contre, ça va être très très compliqué. Je veux dire, la fin de saison va être très très compliquée. Tout le monde le sait. Et c'est pas Darren Fletcher qui y sera pour quoi que ce soit. Et c'est pas Ole Gunnar Solskjaer qui y sera pour quoi que ce soit. On verra ça la saison prochaine. Encore une saison vierge et blanche pour Manchester United. C'est hallucinant. Ouais. On suivra évidemment leurs aventures au Mancunien et puis les prochaines semaines, on se remettra en mode course au titre aussi parce qu'on n'a pas débriefé, c'est un peu trop loin maintenant ce Arsenal-Liverpool de milieu de semaine, mais on se remettra en mode Première Ligue dès lundi prochain, effectivement, c'est bien résumé. Merci Philippe, nous on va aller terminer ce Tour d'Europe du côté de l'Italie, on te souhaite une très belle semaine, à plus Philippe. Allez, on termine ce Tour d'Europe du côté de la Serie A. On rejoint notre spécialiste du football italien, Guillaume Pacini. Ciao Guillaume. J'espère que ton week-end s'est bien passé. En tout cas, il s'est terminé par un joli choc entre l'Inter et Naples, un choc au sommet. 2 partout à l'arrivée. Raconte-nous ce qui s'est passé dans ce gros choc pour le titre. Alors écoute, je sais qu'il y avait beaucoup de monde devant la Supercoupe d'Espagne et le grand Real Barça, mais sachez que vous avez raté quand même un super match parce que c'était vraiment un gros choc et vraiment ça n'a pas déçu les attentes. On a vu pour moi les 2 équipes favorites pour le Scudetto, ça l'a confirmé hier. On a vu des polémiques parce que tu le sais Arthur, on adore ça en Italie. Il y a eu un penalty sifflé en deuxième mi-temps pour l'Inter qui, selon la presse, était logiquement accordé après révision de la VAR. Et c'est vrai que Antonio Conte, comme à son habitude, a explosé après. Il a pris un carton rouge. Il a dit honte à vous aux arbitres. Donc voilà, c'est parti un peu dans tous les sens. On a vu Scott McTominay, le MVP la saison dernière, revenir à son meilleur niveau et marquer un doublé avec Naples. Mais voilà, plus globalement, vraiment, c'était un gros choc. Et voilà, quand on voit, alors derrière, le classement assez serré, on en parlait la semaine dernière, rien n'est fait. L'Inter aurait pu s'envoler à plus 7 sur le Napoli et à plus 5 sur Milan. Et il y aurait eu quand même un gros trou de fait, même si on n'est qu'en janvier. Et c'est vrai que cette égalisation à la fin de McTominay, elle tient quand même le championnat en vie. Mais en tout cas, voilà, c'était vraiment un superbe choc. Et le mot qui revient le plus sur lui dans la presse, c'est un show. Voilà, c'était vraiment un show. Et voilà, on a vu vraiment 2 équipes haut niveau. L'Inter aura probablement plus de regrets. Elle a mené 2 fois. Mais le Napoli, qui on le rappelle, avait quand même beaucoup d'absents. Lukaku, évidemment, n'est pas là depuis le début de la saison. De Bruyne, tu te souviens, Arthur s'est blessé il y a quelques mois. Neres s'était blessé contre les Las Véron cette semaine. Anguissa est blessé aussi. Donc voilà, c'était un Napoli qui n'avait pas ses meilleures armes, mais qui a tenu le choc quand même au Meazza et face à l'Inter. Donc voilà, tout reste à jouer dans la course au titre. Et en tout cas, c'était un match qui a été magnifique à suivre dimanche soir. Je me faisais une petite réflexion en regardant un petit peu les résultats de l'Inter cette saison. J'ai l'impression que ça bute un petit peu quand même contre les plus gros, que ce soit en Ligue des Champions, en Serie A. Est-ce que tu confirmes ça? Tu vois, je me rappelle de la défaite contre le Milan, contre la Juve, en Ligue des Champions, défaite contre l'Atlético et Liverpool. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle en Italie? Je vois que tu as bien révisé, Arthur. C'est bien. Je vois que tu travailles tes fiches. On fait les devoirs. C'est exactement ça. Exactement. Il y a une stat qui est sortie hier chez nos confrères d'Opta qui disait que depuis la saison dernière, l'Inter ne s'est pas imposé une seule fois en 13 matchs face au Napoli, face au Milan, face à la Juve. Donc voilà, on sent qu'il y a quand même un problème dans les gros matchs. L'année dernière, ils n'avaient pas gagné un derby. Alors c'était à l'époque avec Simone Inzaghi, depuis Kivu est arrivé sur le banc. Mais c'est vrai que cette saison, rappelle-toi le 4-3 pyrotechnique à Turin face à la Juve en tout début d'année.
Donc voilà, c'est vrai que c'est peut-être un peu là où qui vous l'a dit hier, il dit on manque parfois un peu de lucidité dans les fins de match. Hier, il mène quand même jusqu'à 10 minutes de la fin et on pensait vraiment tous que le Napoli était mort. Et finalement, l'Inter voilà, craque un peu en fin de match. Donc c'est vrai il y a un problème à régler dans les grosses confrontations. Défaite dans le derby, défaite face à la Juve, défaite à l'aller face à Naples, match nul dimanche soir. Donc voilà, c'est vrai que c'est une correction doit apporter Kivu, il en est conscient. Mais en tout cas, il y a une vraie différence entre les petites équipes. Quand l'Inter joue une petite équipe, elle est intraitable et elle gagne assez facilement. Et c'est vrai que dès qu'il y a un gros qui arrive sur le papier, que ce soit en Ligue des Champions ou en Serie A, on sent que ça pêche un petit peu plus. Donc ce sera une correction à apporter pour Kivu, pour en tout cas espérer remporter le Scudetto. Bon, en tout cas, comme tu le disais, ça maintient le suspense en Serie A et on n'est pas contre. On va basculer sur Ouais. l'autre club de Milan. On parlait déjà d'un Frenchie du Milan la semaine dernière, Adrien Rabiot. On va s'intéresser à d'autres cas. D'abord, Mike Maignan. On parle de sa prolongation ces derniers jours. Où est-ce que ça en est, Guillaume? Alors, ça, c'est un gros rebondissement. Arthur, on a beaucoup parlé sur eurosport.fr. Hein. Je vous invite à lire les articles qu'on a pu produire. Voilà, on va pas refaire l'histoire, mais c'est vrai que Maignan n'était pas proche de prolonger, c'est un euphémisme. Il aurait dû partir l'été dernier à Chelsea. Finalement, il est resté. Il est en fin de contrat hein, d'ici quelques mois. Donc là, il est libre de s'engager en soi où il veut. Mais c'est vrai qu'il y a une négociation menant en coulisses. Allegri qui a joué son rôle. Il y a une excellente relation avec le nouveau préparateur de gardien, Claudio Philippe. Le vestiaire qui a poussé pour que Maignan reste. Et c'est vrai que tout ça combiné, bah, ça fait réfléchir Maignan. Et aujourd'hui, en tout cas, de ce qui se dit en Italie, et on a eu confirmation pour Eurosport.fr, Maignan est tout proche de prolonger avec l'AC Milan. Alors, les chiffres, Arthur, on est sur un salaire d'un peu moins de 6 millions d'euros, 5,7 par là, ce serait le plus gros salaire de l'effectif avec Raphaël Ok. Leao. Contrat jusqu'en 2031. Donc, c'est quand même un gros contrat hein, pour Maignan qui va avoir 30 ans. Ouais. C'est pas rien. Et alors, les supporters peuvent me dire qu'est-ce qu'il manque pour qu'il signe. Il manque les commissions d'agents. On sait que c'est pas un détail à régler. C'est pas évident. Il y a des négociations qui sont en cours. L'échéance la plus probable, ce serait un épilogue en février. Donc, il faut encore attendre un peu. Voilà, c'est vraiment le seul détail qui manque. Mais voilà, il est gros. Il faut encore régler ça. Mais on va dire qu'il y a beaucoup d'optimisme. Et si je devais donner un pourcentage, on est sur les 85-90% pour voir Maignan rester. C'est un énorme coup de tête. Voilà, encore une fois, je vous invite à lire les détails qu'on a pu donner sur Eurosport.fr ces derniers jours. Bon, on espère que la gourmandise des agents ne fera pas capoter ce qui s'annonce comme une plutôt belle histoire. On va parler de Christopher Nkunku maintenant, Guillaume, parce que on a un petit peu du mal à suivre sa trajectoire au Français depuis qu'il est arrivé au Milan et même depuis plus loin que ça, hein, à Chelsea, etc. Là, on a l'impression qu'il est en train de remonter la pente. Il avait marqué un doublé contre l'Elias Vérone le 28 décembre. Il vient d'égaliser contre la Fiorentina ce week-end. Est-ce que c'est le retour d'un bon Nkunku ou est-ce qu'il y a toujours ce doute parce qu'il a aussi été blessé récemment, donc on ne sait jamais trop avec lui? Alors écoute, mine de rien, c'est 3 buts et 2 passes D en 13 matchs de Serie A cette saison. Mais Ouais, c'est vrai qu'au-delà de ces stats-là, on avait vraiment un joueur qui était transparent jusque fin décembre. ok. En Italie, on surnomme les joueurs qui arrivent et qui ont un peu de mal des objets mystérieux. Et c'est vrai qu'Nkunku, c'était vraiment un objet mystérieux. On ne comprenait pas trop. C'était pas du tout le joueur. Alors évidemment, qu'on avait vu à Leipzig ou à Chelsea où ça a été beaucoup plus compliqué. Et ça parlait même d'un départ. Hein. On sait que Fenerbahçe a insisté pour l'avoir en ce mois de janvier. C'est même pas fini encore dans ce dossier, mais voilà, depuis ce doublé face à l'Hellas, c'est un peu débloqué. Nkunku, alors il a été blessé juste après, ça l'a un peu freiné à Cagliari, mais il est rentré dimanche à Florence. Il marque un superbe but, un Ouais. peu le Nkunku de Leipzig, une frappe assez sèche sur une passe décisive de Youssouf Fofana. C'est aussi, c'est une bonne nouvelle pour l'équipe de France, même si Fofana voilà, est plus trop dans le giron ces dernières semaines, ces derniers mois. Mais c'est vrai que Nkunku, voilà, on voit qu'il est en reprise. Il a annoncé hier, après le match, sa volonté de rester à Milan. Mais en tout cas, on a un joueur, et tu le sais Arthur, hein, les attaquants, ça marche beaucoup aussi à la confiance. Et depuis qu'il s'est débloqué face à l'Hellas, depuis que ses coéquipiers lui ont laissé le penalty pour que voilà, il arrive vraiment à se débloquer, parce qu'un attaquant, s'il ne se débloque pas, c'est compliqué. Ouais. Et là, on a un Nkunku en confiance, on a un Nkunku qui gagne en temps de jeu. Là, il est revenu à Florence, donc voilà, il pourrait être titulaire cette semaine à Côme, hein, un déplacement périlleux jeudi soir pour l'AC Milan. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui est en reprise, qui est en forme. On sait qu'il y a la Coupe du Monde
qui arrive et que Nkunku, ça reste quand même un des chouchous des champs, hein, même s'il n'avait pas été appelé pour les qualifications à la Coupe du Monde, il reste quand même dans le groupe France, on va dire, plus globalement. Donc, lui, il y croit, il envie à la Coupe du Monde. C'est aussi pour ça qu'il a dit non à Fenerbahçe, qui lui propose un gros salaire. Mais en tout cas, on va dire qu'il est vraiment en reprise et que c'est un joueur qui est en train de reprendre des couleurs. Et il faut espérer pour les Bleus et pour l'AC Milan qu'ils suivent un peu cette trajectoire et qu'il arrive encore une fois à marquer. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur une belle reprise pour Nkunku. Et crois-moi, ce n'était pas gagné ces dernières semaines. Est-ce que c'est un titulaire, si ce n'est indiscutable, confirmé s'il évolue à son meilleur niveau? Alors, il n'est peut-être pas de retour à son meilleur niveau, mais en tout cas, un bon niveau. Alors écoute, il y a 4 attaquants pour 2 places, parce que Milan joue en 3-5-2. Les 4 attaquants, c'est Pulisic, Leao, Füllkrug qui à l'arrivée et donc Nkunku. Ok. On va dire que dans l'idée, les titulaires à l'instant T, c'est Pulisic et Leao, parce que c'est les 2 joueurs, on va dire, les plus techniques devant. Füllkrug a un profil un peu différent, hein, de vrais neufs, de vrais pivots. Mais c'est vrai que Nkunku, avec ce but marqué à Florence, c'est un but marqué à la 91e, hein, qui sauve Milan, qui a invaincu depuis début août. Donc c'est un but très important. Pour moi, il est en train de gagner des places, il est en train de gagner du galon. Donc voilà, c'est pas impossible que Allegri le titularise un peu plus ces prochaines semaines, parce qu'il est en confiance et parce qu'un attaquant qui est en confiance, c'est un attaquant qui peut marquer. Donc voilà, on est vraiment sur un attaquant qui était en marge du groupe. Il faut rappeler, hein, Arthur, Nkunku, c'est la recrue la plus chère du mercato estival en Serie A, 42 millions d'euros, bonus compris. Donc Milan, pour le vendre en janvier, voulait au moins 35 millions. Donc voilà, c'était un peu le prix qui avait été donné à Fenerbahçe. Le dossier, je pense, est clos, en tout cas au vu de ce qu'a dit Nkunku dimanche soir. Mais en tout cas, voilà, c'est un joueur qui va gagner en temps de jeu, qui gagne confiance. Et je pense vraiment qu'il peut gagner sa place de titulaire, peut-être pas. Mais en tout cas, dans la rotation d'Allegri, je pense vraiment qu'il peut gagner en temps de jeu. Et s'il continue comme ça, voilà, il peut clairement, en tout cas, postuler déjà une place de titulaire. Et ça, c'était même pas gagné il y a encore quelques semaines. Tu parlais juste pour finir du système, donc de ce 3-5-2. On sait qu'Nkunku, c'est un joueur extrêmement polyvalent, mais dans le système Allegri, il sera cantonné, entre guillemets, à un des 2 postes de l'attaquant. On ne peut pas le voir se balader ailleurs. Alors, hier, on a vu qu'Allegri a changé un peu en fin de match. Il est passé en 4-3-3. Donc, c'est sûr qu'Nkunku, on le voit avec les Bleus. Hein, quand il jouait avec les Bleus, il était aligné parfois dans le couloir gauche. Donc, c'est un joueur polyvalent. C'est l'avantage. Moi, je pense qu'il a toujours une prédilection quand même à jouer dans le couloir pour faire exploser sa vitesse, ses dribbles et sa technique. Mais en tout cas, en cours de match, c'est pas impossible de le voir dézonner et de le voir dans un couloir. Tout dépend de la finition du mini-match. Mais en tout cas, dans l'idée d'Allegri, ce 3-5-2-là, pour l'instant, il ne bouge pas. Okay. Après, rien n'est fixé. Mais en tout cas, en cours de jeu, c'est pas impossible, évidemment, de le voir dézonner. On l'a vu déjà à Florence. Et voilà, pour moi, il oscille vraiment entre ailier et numéro 9. L'important, c'est qu'en tout cas, lui a repris confiance et qu'on revoit quand même des bribes du Nkunku de Leipzig. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi pour les Bleus de Didier Deschamps. Bon, merci pour toutes ces infos, Guillaume. On viendra continuer de prendre des nouvelles de nos Bleus de Serie A parce que le mondial approche à grands pas et qu'on a envie de savoir comment ils vont, tout simplement. Merci beaucoup, Guillaume. On te retrouve très vite dans Tour d'Europe. Passe une belle semaine. Voilà, Tour d'Europe, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas, comme d'habitude, les petits partages, les commentaires, les abonnements, ça nous aide beaucoup. Vous aurez, comme d'habitude, le FC Stream Team vendredi pour continuer à parler foot. Et puis d'ici là, il y a énormément de matchs très intéressants à suivre cette semaine. Vous aurez toutes les infos sur le site d'Eurosport.fr. Bonne semaine à tous et on se retrouve lundi prochain. Salut.